Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du meurtre toujours non élucidé de Jennifer Mary. Alors, restez là. Cette histoire se déroule en France, et plus précisément dans le département de la Marne, dans la ville de Reims. Nous sommes le 20 mars 2001, et il est environ 17h30 quand Corinne Coutin, jeune mère célibataire de 34 ans, rentre chez elle après avoir passé l'après-midi à s'occuper de ses parents. Elle appelle sa fille Jennifer, qui doit être dans la chambre, mais qui ne répond pas. Corinne alimente le feu de sa cheminée en y mettant une bûche, et en se relevant, découvre que sa fille est inerte sur le sol du salon. Elle pense qu'elle a fait un malaise, alors elle se précipite vers elle et elle découvre une mare de sang. Elle la prend dans ses bras, soulève son t-shirt et voit des trous dans sa peau. Immédiatement, elle appelle les pompiers. Une fois sur place, ils ne peuvent que constater le décès de la jeune Jennifer et confirment qu'elle a bien été poignardée et à plusieurs reprises. Jennifer Mary est née le 22 février 1987 à Reims. Elle a 14 ans au moment de son meurtre et redouble sa classe de 5e. Jennifer est une jeune adolescente douce, calme, discrète et sans problème apparent. Elle vit avec sa mère depuis le divorce de ses parents, ainsi que ses 2 frères, un aîné et un cadet. Les enfants sont autonomes et Jennifer a l'habitude de se rendre seule au collège et de rentrer seule également. Elle a pour ordre de ne pas ouvrir aux inconnus lorsqu'elle est seule à la maison. Jennifer a 8 plaies sur le corps, faites à l'arme blanche, dont une en plein cœur, et également 2 côtes sectionnées, ce qui démontre la violence et la puissance des coups donnés. Il n'y a aucune trace d'effraction dans la maison, aucun désordre apparent, rien n'a été volé. Dans la chambre de Jennifer, sur son bureau, il y a des cahiers ouverts. Tout cela laisse penser que Jennifer a été dérangée alors qu'elle faisait ses devoirs, que quelqu'un aurait sonné et qu'elle lui aurait ouvert intentionnellement. Mais contre toute attente, la chambre de Corinne, la mère de Jennifer, a elle été visitée. Des vêtements ont été jetés au sol. Et en inspectant de plus près cette pièce, il découvre sur une étagère, dans l'armoire de Corinne, enroulé dans un pull, un couteau de cuisine ensanglanté qui s'avère être l'arme du crime. Les analyses révéleront que le sang est bien celui de Jennifer. Quant à l'ADN présent sur le manche, c'est celui de Corinne, sa propre mère. C'est tout naturellement que l'enquête se concentre sur Corinne. On cherche à en savoir plus sur sa vie, à savoir si elle pouvait avoir des raisons de s'en prendre à sa fille, et surtout à vérifier son alibi. Depuis son divorce, Corinne a changé de vie. Elle s'amuse, elle sort en boîte de nuit et elle collectionne les conquêtes. Elle a de nombreux amants, et ils sont tous très généreux avec elle. L'un d'eux paye même le loyer de sa maison. Elle ne travaille pas, mais elle s'occupe de ses parents âgés et de ses enfants. Le petit dernier est atteint d'une leucémie, diagnostic qui fut l'élément déclencheur de son divorce d'ailleurs. 2 faits étonnants sont relevés suite aux interrogations de l'entourage. Quelques mois plus tôt, lors d'un repas de famille, Corinne a voulu recadrer son fils qui s'agitait à la table. Suite à de nombreuses demandes de se calmer sans succès, Corinne lui a jeté une fourchette au visage. Plus récemment encore, la veille du drame, Corinne a eu une grosse dispute avec Jennifer. Elle avait été convoquée au collège de sa fille suite à ses résultats scolaires. Jennifer redoublait sa 5e et ses résultats n'étaient pas au rendez-vous. En rentrant, elle a recadré sa fille, comme tout parent se doit de le faire. Mais est-ce que cela fait d'elle une meurtrière ? Son alibi, elle était avec ses parents et a mené l'un d'eux chez le médecin. Le médecin confirme, ses parents aussi. Corinne est donc relâchée, puisque certes, il y a bien son ADN sur le couteau, mais c'est en fait assez logique. C'est son couteau et c'est sa maison. Alors, on s'intéresse maintenant aux amants de Corinne. L'un d'eux intéresse particulièrement les enquêteurs, et vous allez le voir, pour de trop nombreuses raisons. Il s'appelle Franck, il a 30 ans, et il est marié et père de 3 enfants. Il vient d'une famille aisée et connue de la ville, il est viticulteur et même conseiller municipal. Franck a rencontré Corinne dans une discothèque et ils entretiennent une relation secrète depuis plusieurs mois. Mais cette relation ne convenant plus à Corinne, elle décide de le quitter.
Frank le prend très mal et n'admet pas sa décision, alors il continue de se rendre, quand bon lui semble, chez Corinne. Puis un jour, elle décide de lui faire du chantage pour qu'il la laisse enfin tranquille et le menace d'envoyer une sextape de leurs ébats qu'elle aurait enregistrée à son insu à sa femme. Bon, soyons clairs, il n'y a jamais eu de sextape. Corinne a inventé toute cette histoire uniquement pour qu'il la laisse tranquille. Mais Frank serait-il tombé dans le panneau ? Et aurait-il voulu prendre possession de cette cassette avant qu'elle ne tombe dans les mains de son épouse ? Eh bien, c'est l'idée qui commence à germer dans la tête des enquêteurs, puisque, tenez-vous bien, c'est dans l'armoire où a été retrouvée l'arme du crime que Corinne rangeait ses cassettes vidéo. Étrange coïncidence, non ? Pire encore, une carte de visite de Frank, avec un message type « Bisous de Frank », est retrouvée dans le salon de Corinne, sur la scène de crime. Frank est placé en garde à vue en février 2002, soit plus d'1 an après le drame, et questionné à ce sujet, il avoue être passé devant chez Corinne vers 15h pour lui remonter le moral et avoir laissé donc sa carte dans la boîte aux lettres. Mais incohérence, un voisin de Corinne a déclaré avoir vu Frank devant la maison de Corinne cet après-midi-là. Or, il était 16h et non 15h. Et ça change tout. À 15h, Jennifer était encore à l'école, mais à 16h, elle était déjà rentrée chez elle. Réinterrogé, il avouera avoir menti. Il est effectivement repassé à 16h, mais serait reparti, car il n'aurait pas vu la voiture de Corinne. Mais Frank clame son innocence. Et il dit avoir intentionnellement caché cette information pour ne pas qu'il devienne suspect. Sauf que c'est tout le contraire qui va se passer. Et à l'issue de sa garde à vue, Frank est incarcéré et mis en examen. Il fera 5 mois de détention provisoire avant de pouvoir rentrer chez lui. Sa femme, désormais au courant de son infidélité, comme toute la ville d'ailleurs, décide de le soutenir et va retrouver elle-même un ticket de caisse provenant d'une consommation dans un bar le jour du meurtre, probablement entre 16h et 17h30, l'horaire présumé du meurtre de Jennifer. Et c'est le 28 mai 2008 qu'officiellement Frank sera totalement libéré de toutes les charges qui pesaient contre lui, pour le motif suivant, insuffisance de preuves matérielles. Oui, vous avez bien entendu. Le mec a un mobile et 2 éléments qui démontrent qu'il était présent sur les lieux du crime à l'heure du crime, la carte de visite et le signalement du voisin. De plus, il admet lui-même avoir menti et donné plusieurs versions différentes. Mais des années plus tard, on arrête les investigations sur sa probable implication grâce à un ticket qui sort de nulle part. Alors ok, Frank a bénéficié d'une expertise psychologique favorable et il a été avancé que son ADN ne se trouvait pas sur la scène de crime. Mais il y a quand même sa carte de visite. Son avocat retournera bien évidemment cet argument en sa faveur en déclarant que justement, si c'était lui le coupable, il n'aurait pas laissé sa carte de visite sur le lieu du crime. Bah voyons. En 2009, une lettre anonyme va relancer l'enquête. Des personnes seront de nouveau interrogées, mais cela ne mènera à rien. Dans la résolution de cette enquête, l'ADN a semé le trouble. On retrouve l'ADN de la mère sur l'arme du crime, mais on nous démontre qu'elle n'était pas présente sur les lieux, et qu'elle n'a donc pas pu commettre le crime. À l'inverse, on apprend que l'amant était quant à lui présent sur les lieux, mais vu que son ADN n'y est pas retrouvé, on ne peut pas le prouver. Il est où le bug là-dedans ? Vu comme ça, 2 solutions. Soit l'alibi de la mère est bidon, et je rappelle que son alibi en gros c'est ses propres parents, et que effectivement on peut tout à fait se poser la question qui démange tout le monde, est-ce que ses parents n'ont pas juste voulu protéger leur fille ? Soit l'amant avait tout simplement des gants, et s'il est venu dans l'intention de voler la cassette vidéo, ça paraît logique de mettre des gants afin de ne pas laisser de traces, non ? Mais rebondissement, en 2023, on apprend que 2 traces ADN ont en réalité été retrouvées sur la scène de crime. Une trace de sang sur le jean de Jennifer et une seconde trace de sang dans un endroit de la maison tenu secret par les enquêteurs. Ces traces révèlent le profil génétique d'un homme qui n'est pas fiché. Donc concrètement, il n'y a plus qu'à attendre que ça matche. Mais est-ce que cela nous mènera au véritable meurtrier de Jennifer ou vers une énième fausse piste ? Ce dossier a récemment été confié au pôle Cold Case de Nanterre. On croise les doigts pour qu'il puisse enfin trouver le chemin qui mène à la vérité. Cette théorie paraît peu probable, mais on se doit quand même de se poser la question pour une raison simple. C'est quand même un élément capital d'un dossier criminel. Alors pourquoi la réponse ne serait pas évidente, avec un alibi si contestable que ses propres parents ?
Peut-être qu'elle est rentrée plus tôt que prévu ce jour-là et que Jennifer n'était pas en train d'étudier comme il était prévu qu'elle le fasse, et qu'une grosse dispute aurait dégénéré. Elle aurait agi dans un état second, puis lorsqu'elle se serait aperçue de l'ampleur de la gravité de la situation, pour ne pas perdre ses autres enfants, elle serait allée déposer le couteau près des cassettes vidéo pour justement accuser Frank, puis ouvert les cahiers de sa fille sur son bureau afin de faire croire qu'elle étudiait, avant d'appeler les secours. Frank sait que les enfants de Corinne rentrent seuls et passent un petit moment seuls encore à la maison avant qu'elle ne rentre. Donc il compte là-dessus pour récupérer discrètement sa fameuse cassette. Je n'ai pas réussi à savoir si Jennifer et Frank s'étaient déjà croisés. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas eu d'effraction. Donc Frank se rend une première fois chez Corinne vers 15h, il sonne mais il n'y a personne. Alors il va boire un verre en attendant, et il y retourne 1 heure plus tard. Jennifer, qu'elle le connaisse ou non, cela n'a pas d'importance, lui ouvre. Si elle le connaît, c'est plus facile. Mais sinon, Frank, 30 ans, conseiller municipal, probablement bien habillé, inspire, je pense, une certaine confiance dans la tête d'une ado de 14 ans. Il lui dit qu'il passait voir sa maman, qu'il connaît bien. Jennifer lui répond qu'elle n'est pas là. Alors il prétexte avoir besoin d'un stylo pour lui laisser un mot, afin de pouvoir entrer dans la maison. Puis demande d'aller aux toilettes avant de partir. Et Jennifer se rend compte qu'il va pas aux toilettes, mais plutôt dans la chambre de sa mère. Alors elle lui demande de partir, elle lui dit qu'elle va le dire à sa mère, et elle se met à hurler. Frank, qui n'a pas ôté ses gants, se saisit du premier couteau qu'il trouve dans la cuisine et poignarde Jennifer à mort afin de la faire taire. Il monte ensuite dans la chambre, prend le premier pull qui traîne pour y déposer le couteau et cherche en vain sa cassette vidéo avant de finalement repartir bredouille. Il faut maintenant se poser la question de qui aurait pu en vouloir à Jennifer au point de commettre un tel crime. Les coups de couteau cachent souvent des crimes passionnels. Est-ce que Jennifer aurait pu être tuée par un petit ami ou un ex-petit ami ? J'ai pu lire qu'elle avait eu un petit copain avant le meurtre et que c'était elle qui avait mis fin à leur relation. Comment l'avait-il pris ? Est-ce qu'on a interrogé ce jeune homme et vérifié son alibi ? J'ai aussi vu qu'un ami du frère aîné de Jennifer avait été interrogé, puis mis hors de cause, son alibi étant lui aussi ses propres parents. Alors pourquoi l'avait-on interrogé et quelle relation entretenait-il avec Jennifer ? Il reste finalement la possibilité d'un prédateur sexuel, qui aurait vu la petite rentrer chez elle, l'aurait même suivie et tuée pour la violer. Imaginons qu'il ait été dérangé par Frank qui sonnait à la porte et qu'il aurait finalement pris peur puis décidé de fuir. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu ? Théorie 1, la mère. Théorie 2, l'amant. Théorie 3, la personne X. Ou théorie 4, la vôtre. Et si vous avez votre propre théorie, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet Communauté de ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau Cold Case.